Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Je vous parle d'un livre aujourd'hui qui s'intitule La psychologie clinique transculturelle aux éditions InPress sous la direction de Muriel Bossuroy. 11 fiches pour comprendre le lien entre psychisme et culture, troubles du langage, adoption internationale. Alors les auteurs, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 personnes. Et en fait, c'est un ouvrage qui, en 11 fiches synthétiques, organisées par des champs d'intervention, fait le point sur la psychologie clinique transculturelle. Le lien entre le psychisme et culture, psychologie de la périnatalité, psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, troubles du langage, événements traumatiques, adoption internationale, 3 petits points, ça continue. Donc pourquoi ça ? Parce que c'est un enjeu, c'est un sujet d'actualité, la transculturalité, comme il l'intitule ici dans ce livre. C'est un ouvrage qui est destiné aux étudiants et aux professionnels, donc c'est-à-dire pas nous, clairement, et c'est bien pour ça qu'on l'a lu, parce que c'est un peu technique, faut pas se le cacher, mais on a essayé d'en soustraire et d'en récupérer la moelle. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'effectivement, que ce soit les étudiants ou les professionnels, ils sont de plus en plus souvent confrontés à ces questions de transculturalité dans nos sociétés plurielles. Et là, c'est vrai que il faut reconnaître que il y a de plus en plus de métissage, comme on peut le dire. On verra un peu les termes, là, ils vont les préciser, c'est intéressant. C'est un livre qui a été publié en 2016, qui pèse 128 pages, avec, dans une édition normale, avec pas mal de... Il y a des tests un peu, c'est vrai, des QCM, des notes. C'est assez riche. C'est un petit peu ce qu'on peut en dire en présentation. Et on plonge dedans, c'est parti. Alors dans ce livre, qu'est-ce qu'on nous dit ? La première chose qu'on peut retenir et qui semble intéressante quand même, c'est le fait que pour les cliniciens, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent avec des gens qui ont des troubles du comportement, notamment des enfants, parce que ça s'oriente plutôt sur les enfants, la migration en elle-même est une expérience vulnérabilisante. Ça, ils nous le disent page 30. Et page 42, ils nous disent « Tout enfant de migrant est un enfant exposé à ce risque transculturel », idée qu'on va creuser un peu plus tard. Tout ceci l'inscrit d'emblée dans une moindre résistance aux nuisances et aux agressions. Et ça, c'est... Alors, pourquoi ? Parce qu'en effet, la mère, en étant privée de son cadre culturel, se trouve fragilisée, voire même incertaine dans son maternage. L'enfant grandit donc dans un contexte d'insécurité. Or, en situation d'insécurité, le dialogue affectif n'est plus stimulant et ne remplit plus sa fonction. Et donc, ce qu'ils observent les cliniciens, en préambule de ce commentaire que je vous fais, et qu'il faudra garder en tête, c'est que la migration, sur le plan psychologique, sur le plan clinique, elle provoque des troubles. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je suis fils d'immigrés et j'ai pas de troubles. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le fait de migrer qui provoque des troubles, mais c'est à l'inverse qu'il faut regarder. C'est-à-dire que dans les personnes qui ont des troubles, si je prends 100 personnes qui ont des troubles du comportement, la part de gens qui ont migré, elle est extrêmement importante. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à remonter le fait de savoir que oui, en fait, c'est une expérience vulnérabilisante. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, pour les cliniciens, la première question, c'est la question du positionnement du sujet par rapport à ses affiliations culturelles et à l'environnement culturel dans lequel il est socialisé. C'est ça que les cliniciens ils doivent déterminer en préambule quand ils ont un enfant qui a des troubles du comportement et qui est issu d'un contexte transculturel, pour garder le terme du livre. La question que doit se poser le clinicien, c'est comment aborder la dimension culturelle sans introduire un déterminisme par la culture, mais tout en tenant compte de l'impact de ce contexte culturel sur l'expérience du sujet. Et ça, en fait,
si on le comprend bien, ça rajoute une complexité. Ça veut dire que quand vous étudiez des enfants qui ont un trouble du comportement, ça peut être des troubles du langage, ça peut être des troubles de la concentration, ce genre de choses, de sociabilisation, ce genre de choses. Et ben, quand la personne elle est issue de l'immigration ou qu'elle est issue d'un univers transculturel, hein, donc il y a plusieurs définitions. Là, il parle plutôt de la migration parce que c'est le gros de ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Pour eux, c'est comment déterminer comment le sujet, donc l'enfant qui a des troubles, se positionne par rapport à ces cultures-là, à cette double affiliation, quoi, à ce qui vient de ses parents dans sa famille et à ce qui est en face, l'environnement dans lequel il est socialisé. Voilà. Et comment aborder cette dimension-là, comment inclure cette relation-là pour pouvoir traiter ces troubles du comportement. Voilà. Ça, c'est un peu le cœur du sujet pour ce livre. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la première question qui vient, c'est bah oui, mais c'est quoi la culture, hein, parce que vous nous dites oui, c'est transculturel, on est impacté et tout, mais au final, qu'est-ce que c'est? Donc là, les auteurs du livre font un état des lieux. Hein. Ils commencent par une mise en garde, en s'appuyant sur les clarifications, hein, que l'anthropologie a pu faire ces dernières décennies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la culture, c'est pas un système statique, hein, c'est pas homogène, ni même clairement délimité par des valeurs partagées par tous les membres d'un même groupe culturel, hein, et qui va, on va dire, cadrer leur comportement de manière certaine. Hein. C'est pas ça la culture. La culture, au contraire, c'est plutôt, il faut tenir compte plutôt du fait que les significations culturelles, elles changent. Hein, que ce sont des systèmes dynamiques et qui interagissent entre eux, hein, tant au niveau local, mais aussi par les connexions transnationales, hein, qui transforment les pratiques culturelles, on va dire, de manière globale aujourd'hui. C'est pour ça que il faut pas, pour le clinicien, parce que là on regarde ça du regard du clinicien, pour le clinicien, ce qui est important, c'est de bien mettre les choses en perspective et de pas, procéder à une espèce de cloisonnement déterministe dû à une certaine appartenance culturelle, parce qu'il y a une dynamique en fait qui existe entre le sujet et sa culture. C'est pour ça que pour les auteurs, on distingue 3 significations de la notion de culture qui, chacune d'entre elles, peuvent apporter quelque chose, on va dire, un apport intéressant, pour pouvoir croiser les points de vue sur les cas qu'ils vont rencontrer en clinique. Donc il y a 3 manières un peu on va dire, d'intégrer la dimension culturelle. Il y a la culture en tant que système de savoir et de pratique, permettant d'accorder du sens à l'expérience. Hein. Donc voilà, c'est tout et n'importe quoi. C'est peut-être les rituels religieux, ça peut être le fait que les Italiens ils aiment les cafés serrés. Voilà, c'est toutes les pratiques, tout le savoir, c'est une certaine peut-être savoir lu certains livres, voilà, ça vous permet d'accorder du sens à l'expérience. Donc il y a ça. On a la culture en tant que manière de définir l'appartenance, hein, de se penser soi-même et de penser l'autre à partir d'une affiliation. Et donc là, on est plutôt là c'est facile à retranscrire aujourd'hui. Ça serait quelque chose qui se retranscrit, par exemple. Nos ancêtres les Gaulois versus nos ancêtres les tribus africaines. Voilà, ça on pourrait si on voulait caricaturer, on pourrait penser ça. Il y a des gens en tout cas qui considèrent que c'est ça. Et donc ça c'est une culture. Le fait de définir des appartenances, c'est un aspect de la culture. Hein, il y a aussi, on pourrait prendre le côté religieux. Voilà, il y a plein, même peut-être les classes sociales, ça pourrait je pense s'intégrer. Et puis on a la culture dans le sens du raffinement culturel. Ça veut dire que c'est le niveau d'exigence, la qualité supérieure. Voilà, ça c'est la culture. Quand vous lisez, je sais pas moi, n'importe quel grand auteur, vous n'êtes pas en train de lire Marc Lévy. Hein, quand vous écoutez Jennifer, vous écoutez pas Mozart, et ainsi de suite. Et donc la culture, c'est aussi ça, c'est un certain goût, une certaine vision de l'activité culturelle. Et donc quand on met ces trois notions-là de culture, qu'on les combine ensemble, ça a donné une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau mot qui s'appelle interculturation. Hein.
qui a été proposé pour conceptualiser l'intégration psychique d'une pluralité de références culturelles qui sont subjectivées par manipulation et réinterprétation. Hein. Donc, c'est-à-dire que comme comme la culture c'est très composite, on a proposé ce sujet d'interculturation, voilà, et ça permet de se conceptualiser son intégration psychique. Parce que je rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là on parle d'un point de vue de gens qui traitent des enfants, pas que des enfants, mais là c'est quand même orienté sur les enfants, des enfants qui ont des troubles du comportement, hein, et qui sont dans un cas de transculturalité. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les familles, quelles qu'elles soient, elles s'organisent, elles fonctionnent, elles évoluent selon des règles d'appartenance à une communauté dans leur dimension verticale. Donc ça veut dire l'héritage que vous avez eu, hein, c'est la filiation, ce que vous avez, ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit par votre famille, quoi. Et puis horizontale, hein, c'est-à-dire la filiation, ça c'est là où elle se situe géographiquement, socialement, on va dire, dans leur état, hein. C'est-à-dire par exemple, voilà, dans le cadre, si vous êtes un immigré, que vous habitez en France, bah, vous amenez en filiation ce qui vient de votre famille, de votre pays d'origine, et puis en horizontal, vous êtes socialisé dans la culture française, et donc il faut s'y adapter, évidemment. Donc ce point de vue-là, bien sûr, il valide totalement la notion constructiviste, hein, de l'identité et de l'affiliation, hein, pour les différents auteurs. C'est vraiment le caractère dynamique et créatif de la construction de l'identité et de sa transformation dans la rencontre avec l'altérité culturelle. Hein, donc ça veut dire vraiment, voilà, vous, ce que vous récupérez de votre culture et comment vous le confrontez à une culture externe quand vous avez immigré, par exemple, qui est fondamentale. Hein. C'est vraiment ça qu'ils veulent retenir. Donc cette vision constructiviste de l'identité, évidemment, elle engage une critique, hein, sur les positions classiques qui concernent la relation entre culture et psyché. Classiquement, d'habitude, on retrouve deux types de points de vue qui peuvent se confronter. On a le relativisme culturel, hein, qui souligne l'influence prépondérante de la culture sur la personnalité des gens, hein, et sur leurs caractéristiques psychologiques. Hein. Ce qui veut dire que en fait, on va expliquer les normes comportementales par l'environnement et on met l'accent sur les différences entre les groupes, hein, sachant que toute caractéristique psychique d'un individu, elle est décrite dans ce cadre-là comme relative à la culture dans laquelle il évolue. Hein, par exemple, si un mec il arrive en retard et qu'il est italien, on va dire que c'est à cause qu'il est italien qu'il arrive en retard. Voilà, si vous préférez. Cette vision-là, donc le relativisme culturel, il s'oppose à la position universaliste. La position universaliste, elle insiste davantage sur les caractéristiques communes que sur les différences. Et son point faible, c'est que si elle n'est pas contextualisée, et si elle ne prend pas en compte l'influence de l'environnement sur le développement psychique des gens, la posture universaliste, le problème, c'est qu'elle prend en fait le risque de nier les différences ou de réduire des faits culturels à des contenus psychiques. Hein. Donc, si vous voulez, la position universaliste, elle va dire qu'il n'y a rien qui impacte rien et que tout est, on va dire, tout est mélangé entre guillemets. Alors, on va nier le fait que la culture aussi peut vous orienter vers certains états et certains comportements. Hein. Et donc, en réalité, si on doit un peu synthétiser les deux, on se rend compte que le relativisme et l'universalisme, ils s'opposent. Hein, le relativisme en défendant la prépondérance de la culture sur le psychisme, et alors que l'universalisme, il défend la prépondérance du psychisme sur la culture. Pour les auteurs dans ce livre, eux, ils retiennent la thèse de notre ami, je ne vois plus son nom, en tout cas pour eux c'est coémergent. C'est-à-dire qu'en fait, le relativisme et l'universalisme, ils sont intimement liés sans que l'un préexiste à l'autre. Hein, le psychologique, c'est de la culture introjectée. Hein, donc ça veut dire qu'en fait, le psychologique, c'est aussi de la culture qu'on a pris dans la tête. Et la culture, c'est aussi du psychisme qui est projeté. C'est-à-dire que ce que vous renvoyez, votre psychisme, ce qui renvoie, c'est aussi la culture, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que il y a un dynamisme entre l'extérieur et l'intérieur, hein, et pour les auteurs, tous deux sont des composantes universelles,
ce qui fait qu'il existe des correspondances entre les psychismes des uns et la culture des autres. C'est pour ça, par exemple, que même si on est tous différents, il y a quand même des ressemblances entre chacun. Voilà. Et la culture n'existe que dans le psychisme, et le psychisme ne peut se former en dehors de la culture. Voilà, ça c'est un peu la phrase finale pour les qualifier de coémergents. Il n'y a aucune des deux entités qui est dérivée de l'autre en vérité. Il n'y a même pas de hiérarchie, ni chronologique, ni ontologique. Hein. C'est simplement qu'en fait elles ont un lien qui est intime, elles sont liées les deux, mais elles sont indissociables tout en étant indépendantes. Voilà. Donc c'est un espèce de paradoxe qui essaie de nous mettre on va dire en exergue, l'auteur. Il essaie de nous monter ça, de nous montrer, les auteurs, de nous montrer que il y a cette dimension dynamique, cette dimension d'interaction, elle est très importante pour le clinicien, hein, parce que si le psychisme il a une part d'universalité dans sa culture, dans sa constitution, parce qu'on a tous des invariants qui sont les mêmes dans l'expérience humaine, la culture ou le fait culturel en tant que tel ne peut aussi qu'avoir des composantes universelles. C'est pareil, c'est-à-dire que les cultures elles sont toutes différentes, mais en même temps elles sont toutes pareilles. Et donc cette espèce de décalage là, ça fait que les auteurs, ce qu'ils voient pour eux, c'est que la culture, et sa relation avec le psychisme, c'est une somme d'invariants qui s'organisent différemment d'un individu à l'autre et d'une culture à l'autre, et sont refoulés ou manifestes par la personne, mais sont toujours présents. C'est parce qu'il existe des données élémentaires de la vie sociale qui sont universelles, comme un capital commun à l'humanité, que cela rend possible l'étude de l'inconscient, d'une culture à l'état manifeste. De même, c'est parce qu'il n'y a pas d'hétérogénéité radicale entre les psychismes de chacun, mais que chacun possède au moins à l'état latent les mêmes données structurelles, qu'on peut se comprendre les uns les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs que vous n'allez pas comprendre ce qu'ils ont dans la tête, même s'ils ont d'une autre culture, parce qu'en fait, on a quand même des capitales communs qui soient culturels ou qui soient psychiques. Ainsi, la culture se transmet par l'intériorisation de modèles de conduite, et il existe une part de liberté, parce que quelle que soit la société dans laquelle l'homme grandit, il a toujours un rapport personnel avec la culture et le milieu dans lequel il grandit, un regard critique, si vous préférez. Et donc, malgré le conditionnement qu'on peut avoir par une certaine culture, qui peut être plus ou moins forte, qu'on refoule ou qu'on manifeste, on a toujours par contre la distance critique par rapport à celle-ci. Ça bouge pas. Donc pour le clinicien, ce qui est vraiment important pour lui, quand il a bien cerné tout ça, c'est de se poser la question des filiations culturelles. Étant donné qu'elles sont toujours complexes et multiples, qu'elles se superposent et se contredisent parfois, c'est important de les intégrer dans son analyse parce qu'elles forment le paysage dans lequel le sujet se construit. Et donc c'est indispensable de s'interroger sur la manière dont le sujet il aborde ces différentes appartenances, et en essayant de bien comprendre les dynamiques qui s'y présentent. C'est-à-dire, comment le sujet il va gérer la réception, l'intégration de la culture qui peut venir, étrangère, on va dire. Je prends le cas de quelqu'un qui a immigré en France, par rapport à l'intégration de la culture française dans laquelle il évolue à l'extérieur de chez lui. Et comment il arrive à les imbriquer, et la dynamique qu'il fait, et cette dynamique-là par rapport à son psychisme et à la présentation des troubles que l'on peut identifier. Alors de tout cela, on a 3 périodes clés qui sont définies par nos amis les auteurs de ce petit bouquin. Alors on a évidemment la petite enfance, ensuite la période qui correspond au début des apprentissages, donc ça c'est un peu après 3 ans je pense. Et puis on a l'adolescence. C'est les 3 période où l'identité se construit et donc où il y a cette relation et ce recul qui se construit au fil du temps dans la personnalité de l'enfant vis-à-vis de la culture. Parce que en fait l'enfant issu de l'immigration, de migrants, là ils disent carrément dans le bouquin, mais je pense c'est un terme générique. Il est tiraillé, comme je l'expliquais précédemment, il est tiraillé par le besoin de se faire une place à l'extérieur, donc ça c'est ce qu'on appelle l'autonomie.
et tout en préservant sa place qui est la sienne dans l'amour du foyer. Hein, et ça, c'est ce qu'ils appellent ça la symbiose. Et donc, effectivement, matériellement, concrètement, il y a une espèce de conflit de loyauté entre les deux cultures, hein, celle du dedans et celle du dehors. Hein, donc, ce que je disais tout à l'heure, la filiation et la filiation, qui peuvent être perçues comme divergentes. Et le problème qui se pose, c'est que cette vulnérabilité spécifique, elle va s'accentuer avec le temps, et elle va notamment prendre vraiment son corps à l'adolescence. Hein, parce qu'à l'adolescence, il y a des espèces de réactivation et de reviviscence, hein, de mécanismes psychiques induits par le réveil pulsionnel du pubertaire. Hein, voilà, au moment de la puberté, il y a des choses qui ressortent, quoi. Hein. Et par exemple, il souligne, hein, par exemple, que les enfants, par exemple, qui sont issus, dont les ascendants ont connu l'esclavage ou le colonialisme et le post-colonialisme, hein, donc c'est particulièrement fort chez eux à cause de l'atmosphère de déni de leur histoire et des représentations historiques négatives qui pèsent défavorablement sur leur vie quotidienne. Donc ça, bon, c'est les auteurs qui disent ça. C'est vrai qu'il y a un ressenti général. Hein. Après, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est induit? Bon, là-dessus, par exemple, on pourrait dire peut-être que c'est sûr qu'on pourrait mieux expliquer les tenants, les aboutissants de toutes ces périodes historiques. C'est vrai que c'est un peu, je pense, pas tellement les représentations historiques négatives, mais surtout l'opacité autour de celles-ci. Voilà, le positionnement toujours victime, abuseur, machin, exploiteur, tout ça, victime, c'est ça qui pose qui les met un peu mal, nos amis. Alors tout ceci, comment ça se manifeste? Et ben, par exemple, il donne un exemple très précis qui est le phénomène de transparence culturelle. Hein, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et en fait, c'est la résurgence d'éléments culturels que nous pensions appartenir à la génération qui précède, en fait, qui se réactivent et qui deviennent tout d'un coup importants et précieux et vivants. Hein. Donc, en somme, les auteurs, ce qu'ils expliquent, c'est que ce phénomène de transparence culturelle, il vient du fait que caricaturer l'autre le contraint en quelque sorte à coller à sa caricature. Et ça l'amène à utiliser cet aspect de sa culture pour signifier l'ensemble de ce à quoi il tient. Hein. Et là, je pense qu'il s'adresse en particulier à la communauté noire, en parlant de ça, aux gens qui sont issus de l'immigration africaine et le lien qu'ils peuvent avoir avec l'esclavage à travers la culture américaine. Et effectivement, c'est vrai qu'à force d'avoir c'est vrai que on va dire, on caricature un peu, la communauté noire, elle est un peu caricaturée aux États-Unis, et elle a pris cette position caricaturale pour en faire une espèce de force, quoi. Et ce truc-là, ça rejaillit un peu sur peut-être en France notamment, sur les gens issus de l'immigration africaine qui vont s'identifier à ça. Et quelque part, ça les enferme et ça peut créer des problèmes comportementaux, des troubles. Les auteurs, ils l'expliquent bien d'ailleurs, page 75, en nous disant que le risque pour les enfants de migrants, hein, c'est qu'ils deviennent alors les contenants de l'histoire familiale migratoire traumatique, à défaut d'en être les héritiers. Hein. Et c'est un peu ça le phénomène de transparence culturelle, quoi. C'est que vous intégrez des trucs que vous n'avez pas vécu et que vous les appropriez comme si c'était chez vous qui les aviez vécus. Donc ça, page 50 par exemple, il précise: il faut bien tenir compte de l'impact des identités attribuées. Parfois, la revendication d'une identité spécifique est plus une réaction au rejet d'intégration par la société d'accueil que l'expression d'une identité qui se base sur une inscription profonde dans un contexte culturel. Et donc là, ça nous ramène tout de suite à pas mal de problèmes qu'on peut avoir en France. Là, en plus, bon, c'est un peu au hasard, mais c'est vrai que c'est de l'actu là sur le séparatisme et l'intégration et ce genre de choses. Alors, c'est sûr que dans ce livre, les cliniciens, eux, ils ont une position très protectrice par rapport à leurs patients et aux gens dont ils parlent. Donc effectivement, ils sont plutôt en train de dire que le problème, c'est le rejet d'intégration de la société d'accueil qui va favoriser en fait cette espèce de
de déportation de l'identité, d'appropriation de l'identité familiale, historique, migratoire, historique, plutôt qu'en être des héritiers, c'est-à-dire l'intégrer dans sa réalité française actuelle. Ça c'est sûr que après, en réalité, si on étendait le débat, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire par rapport à ce point de vue, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La réalité, c'est que c'est psychologiquement, il y a un terreau fertile pour les gens qui sont issus de l'immigration d'avoir des troubles comportementaux ou d'avoir des problèmes par rapport à la culture et à l'identité qu'ils s'attribuent, étant donné qu'ils sont dans un contexte de concurrence et de loyauté, de double loyauté, ce qui est compliqué quand on est double loyal, c'est pas évident. Alors, quelle réponse apporter pour ces cliniciens? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a bien identifié le problème que les patients peuvent rencontrer, la source de ces problèmes qui est la transculturalité, l'interculturalité, que répondre, que proposer en tant que clinicien? Parce que c'est un peu ça le sens du livre quand même. Alors déjà, on va poser une première chose, c'est que en psychiatrie transculturelle, donc le domaine dans lequel on se balade aujourd'hui, le terme métissage, il est utilisé pour décrire des processus créatifs dans la clinique. Donc métisser, c'est pas pour le clinicien, c'est pas comment dire, un blanc et un noir, ils font un enfant. Non, c'est pas ça. C'est que c'est arriver à combiner les pratiques culturelles de l'étranger avec les pratiques culturelles locales. Et ça, c'est du métissage. Ça, c'est une manière de définir ce qu'est le métissage. Le métissage ici, c'est pas réellement le mélange de deux cultures, mais plutôt la création de quelque chose qui va impliquer les deux cultures. C'est un peu la création d'un nouveau soi. Ça, c'est une idée qui pousse beaucoup dans le livre. La complexité culturelle peut être motrice pour la création d'une nouvelle identité. Ça, ils nous le disent, page 51. Donc, évidemment, c'est pour le praticien, c'est une question complexe et sensible, celle des limites de ce qu'on appelle transculturel et à laquelle, lui, il va évidemment pouvoir que répondre par une approche pragmatique et nuancée, voire directement au cas par cas même, on peut le dire. Mais l'objectif de cette approche, c'est de proposer une médiation permettant d'éviter deux possibilités alternatives qui sont l'assimilation et le différentialisme. Donc ce qu'on a compris au début, c'est soit vous lâchez tout et vous devenez quelqu'un de nouveau, vous rentrez dans l'autre culture, soit vous rejetez la culture, on va dire, là où nouvelle, celle où vous êtes, et vous gardez celle qu'on vous a héritée, entre guillemets. Et ça, ils essaient de trouver une médiation entre ces deux postures-là, qui permet d'avoir un comportement apaisé et de résoudre les problèmes. Et donc cette médiation, elle serait une alternance entre les deux cultures, dans une représentation de l'identité toujours en mouvement, toujours en devenir. Et donc on est bien sur l'idée vraiment du renouveau, du nouveau soi. Ils nous le disent encore, page 45, le processus dynamique du métissage n'est pas seulement une adaptation à l'univers culturel de l'autre, il nécessite des compromis parfois douloureux, il consiste à une construction ambivalente, à devenir ni l'un ni l'autre, mais quelque chose d'autre, au-delà. Donc on est vraiment là-dedans à 100%. Ils nous le disent encore à la suite, page 46, les configurations de l'identité ne sont pas figées, au contraire, elles sont en constant mouvement, offrant de multiples possibilités d'affiliation et donc d'appartenance. Donc le praticien, il doit prendre le parti de soutenir, par exemple, je prends le cas de maman, il doit prendre le parti de soutenir les mères dans leur propre manière de faire, donc quand elles viennent de loin, propre manière de faire, pour qu'elles construisent leur propre métissage entre les manières d'ici et de là-bas. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir les rassurer, et quand on parlait au début de problèmes de maternage, et de résoudre ce problème de maternage.
par exemple, il parle au bout d'un moment, il donne l'exemple de mères de famille avec un enfant en bas âge et ils écrivent: il faut donc inviter ces mères à se souvenir de leur savoir-faire qui sont une richesse et pouvoir les valoriser, tout en les introduisant et en les aidant à s'approprier de nouveaux savoir-faire si elles le souhaitent. Ce n'est qu'en évitant toute hiérarchisation entre les manières de faire et de penser qu'elles pourront s'autoriser à puiser dans leurs différents mondes pour construire leur relation à leur bébé. Hein, donc là, on voit bien, c'est toujours la même idée, cette idée de mélanger, on va dire de combiner les différents apports culturels pour pouvoir harmoniser la personnalité, la situation des gens. Alors évidemment, la critique qui vient quand on lit ça, et la remarque qu'on pourrait faire à ces praticiens, c'est quand même que le problème de vouloir combiner tout et se renouveler, ça risque de poser d'autres problèmes par la suite, c'est-à-dire un manque de continuité filiale. Hein. Et effectivement, quand on lit ce bouquin et qu'on voit ce que peut provoquer l'immigration, on se dit que peut-être en effet il doit y avoir une autre manière de procéder pour que ça se passe bien. C'est une agression, ils l'ont expliqué au début du livre, c'est une agression psychologique, hein, cette double culture. Alors évidemment, comme je le disais précédemment aussi, il y a plein de gens qui vont vous dire: ah, moi c'est super, machin. Effectivement, il y en a plein pour qui ça se passe bien, il y en a plein pour qui c'est une complication, une difficulté et qu'ils arrivent à gérer sans problème. Puis il y en a plein pour qui c'est un vrai problème et que ça crée des vrais troubles. Et ce qu'il faut voir, c'est que au fur et à mesure du délitement général culturel qui existe à cause de on va dire de ce dont ils ont parlé précédemment aussi, c'est-à-dire de l'interaction entre toutes les cultures, tous les pays, hein, notamment grâce aux moyens de communication qui se sont énormément développés ces derniers temps, on a de plus en plus vocation à être déconnecté de la réalité sociale dans laquelle on vit en réalité. Et donc, il y a une propension, je pense en tout cas, à ce que les chocs, les agressions, pour les gens qui ont une double culture, hein, qui sont en interculturalité, soient de plus en plus grandes. Et donc de plus en plus difficiles à gérer. Et donc qu'on ait de plus en plus de problèmes et de gens à problème avec cette souche-là. Et alors évidemment, se réinventer, c'est une bonne manière de répondre à la problématique, c'est une bonne façon de se positionner. Simplement, d'une part, c'est très compliqué, hein. Voilà, ils l'ont dit aussi plus haut, hein, pragmatique et nuancé à chaque fois, ça veut dire du cas par cas, donc c'est très compliqué, et pas de réelle méthode. Donc là, vous dépendez en vérité de la qualité du praticien et de votre capacité, vous, à accueillir les messages qu'il va vous transmettre et ce qu'il va vous transmettre, quoi. Et puis ça, voilà, ça a tendance aussi, faut le dire, à morceler un peu plus, hein, cette société. Et si la part de gens entre guillemets interculturels grandit, et que dans cette part-là, les gens qui décident de n'être ni l'un ni l'autre grandit, on va finir à un moment donné par se retrouver avec une société totalement morcelée. Et ça aussi, alors évidemment, ça c'est des grandes lignes, hein, dont je parle, que les praticiens ici ne traitent pas, puisqu'ils traitent du cas par cas. Mais c'est des questions sur lesquelles ce livre nous amène et nous permet de nous pencher en y réfléchissant. Alors, ce que nous dit aussi également les auteurs, ce qu'ils nous disent, hein, d'ailleurs, si on prend le nom des auteurs, je pense que ça représente bien, c'est que c'est plus facile de traiter ce type de problème, hein, de transculturalité, d'interculturalité, quand on est soi-même issu de cette réalité-là, hein, quand on est soi-même entre guillemets dans le langage commun, hein, je dirais un métis, quoi. Et c'est pas faux, c'est pas faux, c'est sûr, puisqu'ils nous le disent, hein, le métissage s'applique dans les dispositifs de soins transculturels, il comporte en soi une exigence de décentrage, l'acceptation de l'altérité et la co-construction d'un sens partagé des événements et des choses. C'est ce qui permet de se préserver de l'ethnocentrisme et de s'ouvrir à la complexité des processus psychiques à l'œuvre
dans la souffrance du moi et des identités et de prévenir l'inscription des symptômes chez l'enfant et l'adolescent au croisement des cultures. Donc effectivement, c'est sûr que quand on est soi-même confronté à ce truc-là et qu'on a su le gérer, on peut sûrement aider un peu plus les personnes qui, eux, ont plus de mal à le gérer. Enfin, alors, une petite note qui n'a rien à voir, mais enfin, qui a rien à voir, si, qui est dedans, mais qui quand même, qui montre, qui a aussi des bons côtés, hein, à cette interculturalité, cette transculturalité. C'est que c'est le cas des bilingues. Et donc on nous affirme dans le livre là, qu'il n'y a aucune donnée clinique qui permet d'affirmer que les troubles du langage sont plus fréquents chez les bilingues. Hein. Et d'ailleurs, ils soutiennent qu'il est préférable que cette présentation soit initiée dans toutes les premières années d'existence pour un bilinguisme optimal. Hein. Donc ils soulignent, voilà, donc c'est un peu, c'est un peu le truc, c'est que y a vraiment des gens, même ça va leur poser des problèmes, puis il y en a d'autres, ça va leur donner, bon, c'est la grande majorité, heureusement, mais il y en a d'autres pour qui ça va leur donner un double langage, une double langue, et c'est ça qui est aussi assez incroyable. Voilà, c'était le dernier petit point avant la conclusion. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que on en a déjà parlé juste avant, mais c'est vrai que là, on le savait d'avance. C'est-à-dire, ça a été, je pense que tout le monde l'a vécu, tous ceux qui connaissent des gens ou qui sont eux-mêmes issus de l'immigration. On voit bien dans la société aujourd'hui qu'on a pas mal de problèmes d'identité, notamment pour une frange qui est issue de l'immigration en France, hein, si on prend le cas français. Et quand on va chez les cliniciens, quand on va chez les gens qui s'occupent vraiment de ceux pour qui ces problèmes sont extrêmes et provoquent des troubles du comportement, des troubles du langage, voilà, des choses sérieuses qui doivent être traitées cliniquement, donc pas le petit mal-être à la con de monsieur tout le monde, hein, mais des trucs qui se manifestent pour de vrai, on va dire. On voit qu'effectivement il y a un lien. Il y a un lien entre problèmes psychiques et psychologiques et immigration, et tout ça, ils ont essayé de nous expliquer pourquoi dans le livre, de manière, c'est un peu technique, c'est vrai, mais de manière, je pense, sensée, assez simple à comprendre et à visualiser. Et donc l'important là-dedans, d'une part, c'est de comprendre cette souche, ce terreau sur lequel on est plus fragile quand on est issu de l'immigration et qu'on a une double culture. Voilà, il faut l'accepter, il faut le prendre en compte. Tous les parents n'arrivent pas à bien gérer, tous les gens n'ont pas la chance d'évoluer d'être socialisés dans un milieu qui permet de mettre en valeur complètement cette double culture. C'est pas évident, même si tout le monde met de la bonne volonté, hein. C'est pas il n'y a pas qu'une question de volonté, en tout cas, ça serait trop facile sinon. Donc on voit bien que voilà, que ça existe et qu'il y a un problème là-dessus. Donc la première chose, c'est de l'intégrer, hein, dans sa tête, de se dire que voilà, effectivement, quand on est issu de ce truc-là, oui. Quand c'est des enfants, oui, il faut faire très attention aux enfants, parce qu'il y a des périodes clés qui sont la petite enfance, le début des apprentissages et l'adolescence. Et il faut bien, notamment à l'adolescence, c'est là où tout ressort, hein, comme c'est expliqué avec la transparence culturelle, c'est là où les parents doivent vraiment faire très attention et soutenir vraiment énormément les enfants dans l'explication de ce qui s'est passé, et pas laisser l'école, la télé, les films, la musique, prendre le relais, hein, Voilà, c'est important, je pense, de s'impliquer, hein, là-dedans quand on est des parents pour préciser les choses. Tous les gens qui viennent, je vais prendre un pays au hasard, mais tous les gens qui viennent d'Algérie, en France, ils sont pas tous issus de la même réalité en Algérie. Donc c'est sûr que si vous les laissez comme ça, il y en a, ils vont regarder ça, oui, la guerre d'Algérie, le truc, ils vont tous se mettre du même coin, ils vont tous prendre le truc un peu basiquement comme ça et faire un rejet, alors qu'en vérité, à l'intérieur même, entre eux, tout le monde n'a pas eu la même réalité, tout le monde n'a pas vécu la guerre de la même manière. C'est pareil en France sur la guerre de 39-40, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, et c'est ça qui est important de garder en tête. Enfin, pour terminer, ouais, moi, sur
le développement d'un nouveau soi, et que le métissage, ça serait la création de quelque chose de nouveau. Et ça, là-dessus, personnellement, j'ai plus de réserve. Je pense au contraire que, justement, c'est important à l'adolescence de bien cadrer la réalité et après de trancher. Et de dire, voilà, je suis ça ou je ne suis pas ça. Et je ne crois pas que le renouvellement permanent, comme ce qui est proposé ici, soit quelque chose qui soit la meilleure manière de prendre le problème. Alors là, effectivement, on est sur des gens qui ont besoin de consulter, mais malgré tout, je pense que ils sont teintés un peu on va dire de bienveillance un peu trop étrangère, je dirais, et beaucoup un peu dans la culture du au fait il faut s'adapter toujours aux autres, en fait, voilà. Et sauf pour ceux qui viennent de l'extérieur, voilà, faut s'adapter à ceux qui viennent de l'extérieur. C'est un peu ce qui est en filigrane dans ce livre, et c'est un peu la position qu'il donne. Et ça, moi, je pense que il y a pas de problème, mais dans une certaine mesure. Et à un moment donné, par exemple, je veux dire, quand les gens font du rejet, voilà, ils font donc c'est du différentialisme, hein, c'est le terme qui est utilisé ici. Je pense plutôt que le bon comportement, c'est d'aller, voilà, c'est de dire, ok, pas de problème, mais aller jusqu'au bout. C'est aller jusqu'au bout qui vous évitera d'avoir des problèmes psychologiques, qui vous évitera d'avoir un double discours, une double identité. Voilà, allez jusqu'au bout. Vous ne vous sentez pas français, par exemple, pour ceux qui sont issus de l'immigration, machin, ne prenez pas les papiers, allez jusqu'au bout, soyez réel dans votre truc. Et après, et pour les autres qui, eux, se sentent 100% français et tout, c'est la même chose, allez jusqu'au bout, et voilà. Au bout d'un moment, faites la part des choses. Je pense que c'est un message qui est important, qui est même très important, parce que c'est chacun, en fait, c'est dans un espace clair où on sait chacun où on est, qu'on est en paix et qu'on est bien. C'est pas en dansant sur un pied et en dansant sur l'autre pied, selon les circonstances, selon les discours, selon les gens avec qui on se trouve, qui vous permet d'être serein. Et pourtant, c'est la sérénité. Donc, tant que ce qu'il faut, c'est être en accord avec soi-même. C'est quand même ça qui est le plus important. Et puis d'aller jusqu'au bout, de tenir le cap et d'assumer ses choix. Voilà. Petite fin de philosophie sur ce petit livre de rien du tout, qui était quand même assez technique mais assez intéressant et qui permet de nourrir la réflexion comme toujours. On est le 22 octobre, il est 15h15, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.